c'est fait comme là, à l'arrache. J'allume, j'appuie sur le bouton, je fais. Hop, c'est bon, c'est pas bon, tant pis. Ah ah, surprise! Et pourquoi j'ai pas acheté un camping-car plutôt qu'un bateau? Parce que là, avec ce qui va nous tomber dessus, entre les tsunamis, les attaques d'orques, la foudre... Bon, stop. Bon, salut les petits loulous. Eh ben, aujourd'hui, donc FAQ et puis un petit budget à la fin pour voir où on en est par rapport au prévisionnel qui était il y a à peu près 6-7 mois qu'on a vu ensemble. Bon, donc je vais laisser Claire poser les questions. Il y en a beaucoup que moi j'ai pas vu. Elle a tout noté bien comme il faut, toutes les questions qui ont été posées, qu'on nous a envoyées par mail, qu'on nous a envoyées sur les commentaires. Donc je vous en remercie. Hein. D'ailleurs, il y a eu un bon paquet. Donc on a rédigé ce qu'on pouvait le mieux faire pour résumer, voilà, globalement tout ce qui a été posé comme question, parce qu'il y a des choses qui sont assez similaires. Voilà. Donc je vais laisser Claire enquiller les premières questions et je vais tenter d'y répondre. Et oui. Alors, combien y a-t-il de litres de fuel dans le bateau? 240 litres dans la quille. Donc 240 litres dans la quille et on aura à peu près une centaine de litres sur 5 bidons de 20 litres qui seront en extérieur ou à l'intérieur, enfin je sais pas, mais on aura une réserve supplémentaire de 100 litres. J'ai essayé de voir si on pouvait remettre une deuxième cuve de gasoil à l'arrière, mais ça va être compliqué. En fait, je préfère mettre quelque part une cuve à eau plutôt qu'une cuve à gasoil. Donc on va rester sur notre base de 240 litres, ce qui est déjà pas mal, et puis 100 litres de rab, donc ça nous ferait 340 litres de gasoil, pleine charge. Quel est le type de moteur qui va être mis et son prix? Haha, surprise! Non, on est parti, si vous avez regardé la vidéo du Pavois de La Rochelle, on avait fait affaire avec Beta Marine. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a eu plusieurs devis de plusieurs personnes sur des marques différentes et on s'est retrouvé avec des trucs mais abracadabrantesques, hein, les enfants. On était sur du 25 000, 30 000 euros le moteur de 50 chevaux. Bon, il y a un moment donné, c'est mon budget total, faut pas exagérer. Donc, on s'est un petit peu renseigné et puis on a essayé de voir si on pouvait trouver autre chose autrement. Alors, il y a Nani, il y avait Volvo, il y avait différentes marques, bon voilà. Et on s'est plutôt accordé sur Beta Marine, parce que ce sont des moteurs très basiques. Et moi, ça me plaît bien parce que c'est un moteur, je comprends comment ça marche. C'est pas bourré d'électronique, d'ailleurs il n'y a pas d'électronique du tout, voilà, c'est pas compliqué. La seule électricité qu'il y a dessus, c'est le démarreur et l'alternateur. Et puis voilà, donc si on a besoin de changer un démarreur, on sait où il est, le filtre à huile, on voit où il est. Donc on a l'impression que c'est un moteur de R12, quoi. Voilà, c'est vraiment très basique à voir comme ça. C'est moi ce qui m'a séduit en tout cas. Et pareil au niveau prix, alors du fait qu'il n'y ait pas d'électronique, d'injection directe avec je sais pas quoi, avec des turbos et des je ne sais quoi, qui tombent en panne, bon voilà, je préfère rester sur un modèle comme ça. Donc ça, 50 chevaux, Beta Marine, donc le prix d'un moteur comme ça, c'est aux alentours de 11 000 euros, quelque chose, vous voyez, dans ces eaux-là. Le changement du moteur complet, c'est-à-dire l'enlèvement du vieux, du MWM, que vous avez vu, refaire une chaise pour pouvoir asseoir le moteur correctement dans sa cale, ainsi que la pose, etc., etc. Tout confondu, ça, on est aux alentours de 14 000 euros. Donc, je me dis 14 000 euros, c'est à peu près le prix de la tranquillité, sachant que bon, il y a le tableau électrique avec, il y a tout est convenu, hein. La sortie pot d'échappement, le raccordement, etc. Donc le recalcul de l'hélice, enfin tout est vu. Donc je pense que pour 14 000 euros, on a quelque chose de plutôt correct, qui est quasiment à moitié prix de ce qu'on a pu me proposer sous d'autres marques un petit peu plus prestigieuses. Voilà, mais on en revient un peu à mes systèmes de hublot, où on a 5 000 euros d'hublot si on prend chez Tartampion, et puis si on prend chez Machin Bidule, on en a pour plus de 1000. Alors, peut-être différence de qualité de produit, etc. Maintenant, je me suis renseigné un petit peu, Beta Marine, ils n'ont pas une mauvaise cote, hein. Je pense que je crois que c'est Tuboca, je crois, le système moteur de base.
donc c'est pas de la gnognotte. Et puis, ils en ont un paquet de posés quand même. Hein. Je vois sur certains sites, certaines chaînes vidéo, pardon. Il y en a beaucoup qui ont posé ça, voilà, en remotorisation. Donc voilà, nous on est parti là-dessus, 50 chevaux, bêta marine, 14 000 €, l'enlèvement et la repose, tout confondu. Voilà, j'ai tout dit. Quel type de résine utilises-tu? Ah, alors la résine, moi je me sers chez Sycomin. Alors maintenant il y a West System qui existe aussi, hein, qui est très bien, voilà, c'est parce que bon le hasard a fait que moi j'ai travaillé avec Sycomin. Maintenant j'ai travaillé aussi un petit peu avec West System il y a des années, mais c'est vraiment des choses, voilà, deux concurrents quoi, on va dire, mais même prix identique, matière première identique, tout identique. Moi je prends donc de la résine époxy chez eux. Je crois que c'est de la SD 5550, quelque chose comme ça, avec le durcisseur. Alors le durcisseur, il y en a, je crois qu'il y a 3 gammes. Si on veut faire du rapide, du lent ou du moyen, enfin ça dépend le type de résine qu'on veut faire et le temps de séchage. Donc ça c'est à déterminer en fonction de ce que vous faites. Et après au niveau des charges, bah, c'est comme j'expliquais l'autre fois, quand j'ai fait l'abeille à mouillage, vous avez deux types de charges qui sont globalement les plus utilisées. Le woodfill qui sert à faire donc les joints congés ou qui sert à faire des collages. Tout à l'heure, deux plaques de bois collées ensemble comme ça, avec du woodfill, c'est tout à fait possible. On fait notre petite mayonnaise bien épaisse, là, compacte, et on peut faire. Et après, il y a le mix fill qui sert à faire un rebouchage des trous, par exemple, ou du lissage. Donc ça n'a pas de force mécanique. C'est simplement du lissage, c'est pour faire propre avant peinture. Donc c'est du ponçage. C'est un peu comme le Saint-Au-Fer qu'on mettrait pour boucher un petit trou, quoi, voilà. Ou lisser une coque. On peut faire du lissage, on peut lisser un meuble, on peut, voilà. C'est une finition, mais ça n'a pas de force mécanique. Donc si vraiment on veut mécaniquement faire quelque chose de très solide, woodfill. Quel type d'anti-rouille utilises-tu? Ah bah, plusieurs types d'anti-rouille, après ça dépend de ce qu'on veut faire, si c'est des anti-rouille ou inhibiteurs de rouille. Bon, vous avez vu, hein, sur l'ensemble du bateau, moi j'ai utilisé la plupart du temps 3 choses qui reviennent systématiquement. Après ça dépend de l'approvisionnement. J'ai mon petit truc à moi, c'est la ferrose, j'aime bien, voilà, j'en colle un peu partout, c'est facile. C'est liquide, les pinceaux se nettoient avec de l'eau, donc c'est un truc facile à utiliser. Et ça a un inhibiteur de rouille, donc ça bloque bien la rouille sur 3 couches, toutes les 2 heures. Ça marche plutôt pas mal. Après, effectivement, on a le CIP Rustol qui fonctionne très très bien en 2 couches. Eux, ils disent une, mais bon, moi, 2, c'est bien. Et après, le iode primaire, par exemple, sur le pont, ou le primocon, si on est sous niveau d'eau, hein, voilà, en immergé. Voilà, tout simplement. Je dirais par habitude, souvent, on se sert toujours de la même chose parce qu'on sait si c'est valable, si c'est pas valable. Moi, j'ai essayé des tas de produits. Il y en a beaucoup, c'est de la cochonnerie. Hein. On vous vend des trucs, des soi-disant anti-rouille, machin truc. Et puis, en définitive, on se retrouve à avoir 3 mois après de la rouille qui ressort à travers l'anti-rouille. Donc, non. Donc, au moins là, ces produits-là, je sais que ça marche. Quel type de peinture as-tu utilisé pour la coque? Alors, bah, pour la coque, bah, si vous avez regardé la vidéo, la coque du bateau, ça a été de la Top Lac chez International. Top Lac de chez International, c'est de la Top Lac Plus maintenant, ça s'appelle comme ça. Je crois on a utilisé 6 pots de 75 millilitres. Donc, vous faites le calcul, 6 pots de 75 millilitres, et pour faire en 3 couches, voilà, tout simplement. Et c'est la couleur qu'on a choisie, c'est Red Rustique. Que vais-je mettre dans le fond de la baille à mouillage? Ah oui, ça c'est une grande question. Quand j'ai fait la baille à mouillage, effectivement, j'ai mis un passe-coque en plastique. Mais c'est pas très très grave parce que dans le fond de la baille à mouillage, là je suis en train de le fabriquer, j'ai une grille qui est montée sur des petits pieds comme ça, une grille transparente, transpercée pardon, pour que l'eau passe à travers. Et en fait la chaîne de mouillage ne touche pas le fond, elle est à ça du fond. Et donc ça va me permettre de nettoyer de la boue, etc., l'eau qu'il peut y avoir dedans. Et la chaîne comme ça ne trempe pas, ne reste pas collée dans le fond de la baille à mouillage parce qu'on ne met pas forcément 50 mètres de chaîne systématiquement. Et ça rouille, ça finit par rouiller dans le fond, quoi. Donc pour éviter que ça colle dans le fond, j'ai surélevé en fait le fond.
et en fait la chaîne ne touchera pas le... Et sur les côtés, j'ai prévu de mettre par exemple un lino ou une matière caoutchouteuse pour que quand la chaîne re-rentre dans la baille à mouillage, pour éviter le bruit, parce que ça résonne quand même pas mal, et pour étouffer un petit peu, donc d'avoir un caoutchouc à l'intérieur de la baille à mouillage amortira un petit peu le fond sonore, et puis évitera peut-être d'abîmer la stratification, même s'il y a eu 2 couches de taffetas, ça reste solide, mais bon, à force, ça finit par user, quoi. Donc, caoutchouc à l'intérieur. Que penses-tu de la pollution quand tu as poncé ton bateau? Ah, c'est un grave problème. La pollution, mais de toute façon, enfin bon, il y a eu une grande explication là-dessus, mais effectivement, on peut se munir d'aspirateurs, de tout ce qu'on veut, mais moi, de tout ce que j'ai pu voir, tout, là, dans le port, il y a à peu près 25 bateaux qui sont en train de se poncer ou de se caréner, dans les zones de carénage qui sont à 10 mètres de la mer. Bon, voilà. Quasiment personne n'utilise l'aspirateur, je suis bien désolé de ça, mais personne n'utilise, on ponce. La coque des bateaux qu'on peut voir à côté, ça a été poncé, et puis voilà, ça tombe par terre, on balaye, on aspire, on fait ce qu'on peut, mais dans tous les bateaux, vous allez à La Rochelle, c'est la même chose, on est parti dans le sud de la France, se balader en vacances, toutes les zones de carénage, absolument, c'est le système qui est mal foutu, parce que en fait, il faudrait que le bateau soit dans une boîte, qu'on puisse, comme une cabine de peinture, et puis travailler là-dedans pour ne pas que ça aille ailleurs. Maintenant, on est à l'extérieur. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Les gars, quand ils peignent au pistolet leur coque de bateau, peindre au pistolet, il y a 50% de la peinture qui se barre avec le vent. Quand on ponce, il y a 50% de la poussière qui s'en va, qui s'envole. On peut pas récupérer à 100%. Donc, si on nous crée un système qui permet de faire ça dans de bonnes conditions, eh ben, faites-le. Maintenant, dans aucun port, j'ai vu un système qui permettait de le faire dans de bonnes conditions. Voilà. C'est toujours à l'air libre, bien sûr, et puis on gratte, on ponce, machin, tout tombe par terre et on se démerde avec tout ce qu'il y a. Maintenant, c'est pas moi spécialement, c'est tous les gens qui ont des bateaux. C'est tous les gens qui carénent, tous les gens qui travaillent en extérieur. Maintenant, même le mec dans le bâtiment qui met des pulvérisations de produits chimiques sur le toit pour enlever la mousse, bah lui, c'est pareil, il pollue. Hein. Avec le vent, ça s'envole. Donc, c'est le système qui est mal foutu. Voilà, c'est surtout ça. On a peu de parade. Comment se passe la monétisation? Eh ben très bien, sauf que ça avance pas vite du tout. La monétisation, alors, ça fait quelques mois qu'on est monétisé, effectivement. Alors ça me fait bien rigoler quand même, parce que faudrait avoir 2 millions d'abonnés pour que ça devienne... voilà, parce que là, aujourd'hui, on doit être rendu à 34 € de monétisation. Donc moi, j'ai encore rien touché de rien. Hein. On a dépassé donc les 1000 abonnés, on a dépassé les 4000 heures de visionnage sans problème. Et on doit être à 24 €, quelque chose comme ça, de monétisation. Donc là, aujourd'hui, Peanut Zero, on n'a pas assez de mouvement et de vues pour que ça soit intéressant. Alors peut-être qu'un jour, le jour où j'aurai, je sais pas moi, 100 000 abonnés, peut-être que là, ça vaudra le coup. Je sais même pas. Mais là, pour l'instant, c'est des petits centimes qui tombent. Alors ça tombe, hein, ça fonctionne. Mais voilà, les sommes sont pas extraordinaires, quoi. Faut pas rêver. Fais-tu des tutos? Ah ouais, alors, non, alors ça, c'est un truc... non. Moi, ce que je fais, c'est pas des tutos. Je vous fais voir ce que moi je fais sur mon bateau. Voilà, les matériels que j'utilise, comment je les fais, voilà. Donc, je fais pas du tuto. Un tuto, ça serait vraiment quelque chose de très précis, très professionnel, très... moi, je reste un amateur et je vous fais simplement voir ce que moi j'ai réalisé. Point. C'est pas... prenez pas ça comme un tuto. C'est pas... Il y a des tutos qui sont très très bien faits sur... comment nettoyer un winch, machin truc, comment faire ci, comment faire sa peinture, son carénage et le reste. Il y a des tutos qui sont vraiment très très bien faits sur plein de sites, sur plein de chaînes. Moi, je pense pas être au niveau du tuto et d'être assez calé pour pouvoir vous dire c'est un tuto, c'est comme ça qu'il faut faire et puis pas autrement. Non, moi je vous fais tout simplement voir ce que moi je fais. Peut-être que je vais m'apercevoir dans le futur que ce que j'ai fait, c'est pas bon et puis qu'il aurait fallu que je fasse autrement. Bah voilà, je vous montre simplement l'état de mon bateau au départ, comment ça évolue et comment ça va être après. Si j'ai fait des erreurs, bah on constatera ensemble et puis on verra bien ce que ça va donner dans le futur au moment où on naviguera. Voilà.
mais en aucun cas je prenais ça pour des tutos. Quelles sont les chaînes YouTube que tu regardes? Ah là là, il y en a plein, il y en a plein. Je dirais en premier Javerne. Javerne avec Corinne et Michel, là je les aime beaucoup. C'est des gens que j'apprécie parce que ils ont une certaine zénitude. Et puis voilà, c'est des Suisses. Voilà. Alors j'aime bien particulièrement les Suisses parce que pour la petite histoire, moi j'ai appris à naviguer sur le lac Léman. Donc j'ai appris à naviguer, j'étais à Thonon-les-Bains, et donc j'étais à l'école de voile de Thonon-les-Bains, et donc j'ai appris à naviguer là-bas. Donc quelque part, je connais bien ce coin-là, la Suisse, et puis on allait pêcher avec mon grand-père à Saint-Guingolf, à la frontière, on allait manger le week-end à Ivoire des perches au vin blanc, donc oui, c'est des gens que j'aime beaucoup, et puis je trouve qu'ils ont une philosophie très, très sympathique que j'apprécie beaucoup. Alors après ça, il y a d'autres chaînes vraiment que j'aime bien, hein. Il y a Latitude Nomade, quand il raconte des histoires, c'est extraordinaire. À chaque fois, vous dites, quand il a fini de raconter son truc, vous dites, mais et pourquoi j'ai pas acheté un camping-car plutôt qu'un bateau? Parce que là, avec ce qui va nous tomber dessus, entre les tsunamis, les attaques d'orques, la foudre, bon, stop. Voilà, bon, on revend le bateau, on achète un camping-car, on va faire autre chose. Non, il raconte très très bien. Faut qu'il continue comme ça. C'est vraiment, c'est une des rares chaînes où il y a des histoires. Donc moi j'aime beaucoup. Et puis ça permet de se remémorer des petites choses. Voilà, une attaque d'orques, c'est pas anodin. Ça peut arriver. Voilà, c'est pas la foudre, c'est pas anodin non plus. Ça peut arriver. Donc tout ça, c'est des choses sur le dernier message qu'on avait, qu'on a envoyé, par exemple, je leur dis n'oubliez pas votre couteau quand vous êtes en quart la nuit, parce que ça peut sauver la vie lors d'une tempête. Couper un lien, couper un cordage, couper quoi que ce soit, simplement un couteau, ça peut effectivement sauver la vie. Donc c'est un petit détail, mais grâce à eux, ça permet de se remémorer des petites choses comme ça, à dire attention, il y en a qui ont eu des galères à cause de ça ou de ça. La vie est pas un long fleuve tranquille. Quand on part en mer, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc c'est bien, ça nous permet de nous remémorer tout ça. Et franchement, ils ont tellement le truc pour pouvoir vous expliquer ça que l'histoire est belle à chaque fois, quoi. Donc moi je mets un petit pouce quand même, Latitude Nomade, j'aime beaucoup. Alors après, il y en a d'autres, hein. Il y a Positive Dream. Alors je les aime bien aussi ceux-là parce que en fait, ils ont quasiment le même bateau que nous. Je crois qu'ils ont un bateau, c'est un Guy Sellard aussi. C'est pas un étac, c'est un autre modèle. C'est le modèle juste en dessous qui doit faire 9 ou 10 mètres. Mais c'est le cousin germain, le petit frère de celui-là. Donc voilà, et puis bon, c'est des petits jeunes sympas qui sont partis comme ça à l'aventure. C'est vraiment super cool. Alors après, on a évidemment des grosses machines de guerre comme Black Lion, qui sont vraiment sympathiques. Le fiston, Sagarani, on va avoir le voilier des copains, que vraiment des petits jeunes aussi, qui sont vraiment super sympas. Et je crois que la chaîne va se terminer, là, je crois que j'ai cru comprendre que il y avait de l'eau dans le gaz, et que voilà, bon, dommage, mais c'était vraiment bien, hein, 45 000 abonnés, c'est quand même quelque chose. Après, on va avoir Sailing Atypique, qui est vraiment bien, c'est pareil, je crois que c'est des Canadiens, je pense, qui naviguent sur un catamaran. Donc ils ont eu un vieux bateau qu'ils ont revendu, puis ils ont racheté un catamaran. On a Vidécume, bon, j'aime beaucoup, il est vraiment super sympa ce gars-là. C'est un délice de le voir, de le voir évoluer sur son bateau et puis de naviguer comme ça. Siou, j'aime bien Tabasco, Pierrot. Arnaud sur son bateau, c'est le gars vraiment, il me fait trop marrer lui, et vraiment, j'ai l'impression de voir mon fils quand je le vois comme ça. Maïnam et les voiles, ça j'aime bien aussi. On a un peu la même philosophie voilà, j'aime avec ces petites emmerdes de moteur, de trucs, de machin. Enfin bon, j'aime beaucoup ça. Antécume, forcément, voilà, j'aime bien. Voilier Imagine, lui c'est le Gaston Lagaffe de la navigation. Il lui arrive toujours des trucs pas possibles, mais très sympathique, et je trouve qu'il voilà. Et puis un petit, alors il y en a plein d'autres, hein, mais il y en a un que j'aime bien aussi, qui est pas très connu, c'est Monsieur Blue Sky, le gars il rénove un bateau là pour le coup. Je crois que c'est un Love, et il fait des vidéos super top. Franchement, je suis jaloux, quoi. C'est super bien filmé, super bien expliqué. Enfin bon, voilà. Mais il y en a plein d'autres. On pourrait passer des heures à expliquer tout ça, et je pense qu'on doit tous regarder plus ou moins les mêmes.
Est-ce que le bateau a été expertisé? Alors non, ça aurait pu se faire, effectivement. Ça aurait pu se faire parce que quand on a visité le bateau la première fois, j'ai tout bien regardé, les cales, etc., etc. Il y aurait pu y avoir une expertise. Ça coûte entre 800 € et 1000 € peut-être une expertise, quelque chose comme ça. Mais j'ai jugé en fonction de mes connaissances et en fonction de ce que j'avais pu voir, de l'état du bateau général. Quand il n'y a pas de rouille du tout dans les fonds de cale, nulle part, c'est vraiment bien entretenu, quoi. Donc il y a des choses qui peuvent mettre le doute et d'autres pas du tout. Et là, quand j'ai visité le bateau, j'avais aucun doute sur l'état général du bateau. Il aurait vraiment fallu que ça soit planqué dans un coin, inaccessible, le truc. Mais généralement, les parties fragiles sont visibles. On arrive à bien voir. Et non, j'ai pas expertisé le bateau pour économiser 800 €, voilà, tout simplement. Est-ce que le budget va rester à 35 000 € ou augmenter? Alors, pour l'instant, on est toujours dans les clous. On est toujours dans les clous des 35 000 €. La seule chose qui s'est passée entre le budget de base et maintenant, c'est qu'il y a eu toutes ces histoires de Covid, de machin, de guerre en Ukraine, etc. L'augmentation des prix général fait que on se retrouve avec du matériel qui a augmenté de prix. C'est-à-dire, voilà, on va dire bêtement, la cuisinière, au lieu qu'elle soit à 600 €, elle est à 650. Donc tout ça a augmenté, fait que, il y a peut-être des petites choses qu'on va réviser, quoi, voilà. On mettra peut-être un évier, un bac au lieu de 2 bacs, on mettra un frigo peut-être un peu différemment, on fera... voilà, il y a peut-être des choses qu'on va réviser, qu'on fera obligatoirement, mais peut-être descendre en gamme ou pas faire du tout, parce que, bon, c'était un peu du luxe. On va rester dans notre cadre de 30-35 000 €, sachant que déjà, on a 14 000 € de moteur. Aujourd'hui, voilà, donc après, je vous parlerai de ce qu'on a dépensé réellement. Mais pour l'instant, on est dans les clous. À 1500 € près, on est encore mieux. Quel est votre plan de navigation? Le plan de navigation, quand on a acheté le bateau, c'était de faire une navigation hauturière. Donc voilà, et de faire un tour du monde. Donc on reste toujours sur notre lancée, hein, c'est pas, voilà, on va pas faire autrement. Le plan de navigation, c'est simple, c'est comme je le disais dans la présentation. On va partir de La Rochelle, on va partir sur Bilbao, faire le Cap Finistère, l'Espagne, Portugal, faire les Açores, redescendre jusqu'au Cap-Vert, les Antilles, des Antilles, Panama, la Polynésie, l'Australie, enfin on fait le tour comme ça, l'Afrique et on remonte, voilà. Donc après, ça dépend du temps qu'on va passer. Voilà, le plan de navigation, il est tout de suite fait, hein, on fait le tour, comme ça, par l'ouest, et puis... on essaiera d'aller le plus loin possible, voilà, et essayer d'y rester le plus longtemps possible avec le budget qu'on a. Est-ce que tu es dans les temps que tu avais prévu? Alors, à un carénage près, oui. Voilà, en fait, vraiment dans le planning de ce que je m'étais fixé, le carénage aurait dû être fait là. On va dire, voilà, vu un peu vu ce qui s'est passé, vu la météo, vu le temps qu'on a perdu sur certains trucs, beaucoup de ponçage que j'aurais pensé ça aurait été moins long. Et en fait, ça a été plus long, donc voilà, donc on a poncé comme des sauvages pendant des semaines et des semaines. Donc on a perdu un petit peu de temps. Normalement, le carénage aurait dû être fait, donc il sera fait au printemps. Bon, on a un petit décalage de une semaine, 15 jours, c'est pas sur un an de travaux, c'est pas le délire, quoi. Donc ça le fait quand même. Est-ce que la cuisine est faite maison? Ah bah oui, forcément, là, on va être obligé de tout adapter. Là, je peux pas acheter une cuisine toute faite, hein, voilà. Donc, non, je vais tout adapter, je vais essayer de faire au mieux. Moi, comme je disais, je suis pas menuisier, je me débrouille avec ce que j'ai, et puis, de toute façon, les prochaines vidéos que vous allez voir, ça sera la cuisine, et puis, en partie le moteur. Donc, ça va durer, à mon avis, un petit moment, hein, parce que la cuisine, faut fabriquer les meubles, pas se tromper, et ça m'arrive aussi, hein, des fois, donc hop, on prend la planche poubelle et puis on en refait une autre. Mais non, oui, la cuisine va être faite maison, parce que là, faut adapter au centimètre près chaque truc, chaque machin, voilà, on peut pas, il n'y a pas de meuble adapté à ça, quoi, c'est impossible. Quand est prévue la mise à l'eau? Eh ben, dès que le carénage est fini.
Voilà. Non, au printemps, dès qu'il va commencer à faire beau, on va dire peut-être mars, avril, s'il fait pas trop moche, ouais, avril peut-être, on va faire le carénage. Et une fois que le carénage sera fait, donc le moteur sera posé hein, déjà, donc une fois que le carénage sera fait, bah, à ce moment-là, on fera la mise à l'eau et on continuera à travailler, mais sur l'eau, et puis ça ne nous empêchera pas de naviguer un petit peu, quoi. Voilà. L'important, c'était d'avoir le moteur et le carénage. Voilà. Pourquoi avoir fait une chaîne YouTube? Eh ben, au départ, c'est ce que je dis dans ma petite présentation aussi. La chaîne YouTube, en fait, c'était une façon de pouvoir faire voir l'avancement des travaux du bateau à ma famille, aux copains, aux enfants, parce que tout le monde est un petit peu dispersé dans la France. Et tout le monde, moi j'ai par exemple ma fille, elle a jamais vu le bateau, voilà. Donc quelque part, si je lui fais pas voir par le biais d'une vidéo ou de quelque chose, et ça permettait de centraliser tout. Maintenant, j'étais à 15 km de m'imaginer qu'il y aurait 1500 abonnés un jour. C'était pas le but. Donc, moi, c'était vraiment histoire de transmettre, voilà, en disant, voilà, nous, on a fait ci, on a fait ça, de faire ça gentiment pour la famille et les copains. Et puis, bah, ça a pris de l'ampleur sans que je le veuille, quoi. Voilà, ça s'est fait naturellement. Es-tu content de ton audience? Alors oui, je suis content de mon audience parce qu'en fait, les gens posent généralement des bonnes questions. Voilà, je trouve globalement, je trouve c'est plutôt sympathique. Les gens sont gentils, quoi. Globalement, c'est vraiment bien, quoi. Parce que, vous voyez, enfin, on nous a filé des batteries, on nous a donné du matériel. J'ai une radio, on nous a envoyé une radio pour, voilà. Enfin, vous voyez, les gens ont bon fond, on dit ouais, les gens, mais non, les gens ont bon fond, les gens sont plutôt sympathiques et voilà, quand on n'a pas un gros budget, sinon on n'aurait pas ce type de bateau et on s'embêterait pas à rénover comme on fait, mais le fait de ne pas avoir trop de budget, les gens donnent facilement les choses comme ça et je trouve ça plutôt sympa, quoi. Voilà, c'est de la solidarité, moi je trouve c'est une bonne chose, voilà. Combien de temps pensez-vous voyager? Le plus longtemps possible en fonction de notre budget. Bah là, c'est pas compliqué. C'est où ça nous plaît et on continue jusqu'à qu'on n'ait plus de sous, ou ça nous plaît pas et on fait juste le tour de l'Atlantique. C'est-à-dire on va au maximum, je dirais peut-être aux Antilles et hop, on revient en passant par le nord, comme ça. Voilà, le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Si on peut naviguer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en travaillant même, comme j'expliquais, un petit peu à droite à gauche pour se faire remplir la caisse de bord. On part pas avec beaucoup de sous. On a un petit peu de sous d'avance. On va avoir, je sais pas, on va peut-être 20 ou 30 000 euros d'avance. Mais ça part vite. Il suffit qu'on ait 2-3 galères. Il suffit que, voilà. Puis bon, ça c'est avec le budget prévu, peut-être qu'on va être obligé de taper de 5 000 euros pour faire un aménagement, peut-être, je sais pas, des panneaux solaires en plus, ou je sais pas, voilà, le budget il est un peu en équilibre comme ça, et puis plus on dépense pour le bateau, moins on aura pour le voyage. À moins qu'on se place quelque part et qu'on s'installe. Aussi, c'est possible. C'est vrai que la Polynésie, c'est pas mal. Si on peut aller jusqu'à là-bas, c'est bien. C'est une bonne idée. Bonne idée! Est-ce qu'un radar est prévu dans ton budget? Ah bah oui, il est là. Il est là, le radar. Il est... Donc, non, mais il est là. Donc, le radar, il est d'origine. C'est un Mach 2 de chez Furuno. Donc, non, il est installé. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'est pas prévu au budget, puisqu'il est là depuis l'origine. Comment fixer des tasseaux sur l'acier? Oh là là, bah j'espère que vous avez du temps devant vous, hein. Non, allez, je rigole. C'est simple, comme ça. Non. On va faire comment fixer un tasseau sur de l'acier. Quand vous avez la coque du bateau, souvent on a donc les lisses qui sont comme ça. Et ben si, alors on a, mettons, l'isolation. Là c'est l'isolation qui vient dedans, comme ça. Et donc en fait, bah, il suffit de percer le lisse là avec une vis taraudée et vous pouvez mettre vos planches, visser directement le vaigrage, ou alors les tasseaux, les percer et les visser comme ça dedans. Hop, comme ça. Bon, c'est pas super comme dessin, mais en gros ça donne ça. C'est des vis comme ça, vissées directement dans les lisses ou dans les membrures. Vous voyez, comme ça là.
comme ces petits machins là. Hop. Et les tasseaux ici sont faits exactement la même chose. C'est-à-dire c'est percé, ils sont percés et on traverse directement dans la membrure pour aller se boulonner dedans. Après, il y a une deuxième solution que je vais vous faire voir. Bon, deuxième solution. Donc la première, c'est de percer, de faire un tarot et de pouvoir visser les litos comme ça directement dessus, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, donc boulonner là, en perçant des trous. Sinon, si on veut pas s'embêter et qu'on n'a pas ça, on peut faire aussi une deuxième solution, c'est par exemple de mettre des morceaux de bois comme ça derrière. Là, hop, on les colle au Sika directement. Et quand on a besoin de visser, on visse dans la partie qui dépasse, là, comme ça. Donc, plus le bout de bois est large, voilà, là, il est un peu court. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est que voilà, il arrive comme ça. On le colle au Sika directement, donc avec une cale derrière. Et là, on va pouvoir le visser directement dedans. Ou comme ça, tout simplement. Voilà. Et à partir du moment où il est collé comme ça sur plusieurs niveaux, ça bouge plus du tout. Hein. Là, faudrait qu'il s'arrache. C'est pris en pression, quoi. Hein. Donc, c'est moins solide que de boulonner dedans, c'est sûr. La cuisine a été entièrement boulonnée comme ça sur la partie métallique pour éviter que les cloisonnements s'arrachent. Alors, ça peut se faire aussi, ça se fasse sur les lisses, ou ça peut se faire directement sur les couples. Hein. Là, pareil, hein, c'est la même chose. Hein, sur les couples, on peut boulonner comme ça. Hein. C'est pas un souci. Donc là, comme exemple, là j'ai une partie métallique, là j'ai une partie en bois. Donc le tasseau là, il a été boulonné. Là, il était boulonné par en dessous. Et puis ça m'a permis de mettre ma planche directement dessus. Mais c'est l'idéal, ça, c'est de boulonner directement dans le métal. Voilà. Y a-t-il un risque de condensation avec l'isolation que tu as mis? Alors, c'est pas de l'isolation que moi j'ai mis, c'est l'isolation d'origine. Il y a 6 cm de polystyrène partout qui redescend légèrement sous la ligne de flottaison. Donc, techniquement, non. Il n'y a pas de risque de condensation, logiquement, parce qu'elle est vraiment bien plaquée en force. Il n'y a pas d'air entre la coque et l'isolation. Logiquement, non. Logiquement, non. On a de la condensation sur les carreaux, sur les hublots, des machins comme ça un petit peu, mais pas... Puis bon, il est quand même tout bois, hein, le bateau. Tout est en bois, donc ça absorbe l'humidité quand même pas mal. On verra. Là, normalement, non. Quel est le poids du bateau? Ah, j'en sais... dans la théorie, il fait 8 tonnes. À vide. Alors, une fois équipé, il en fera peut-être 10. Là, c'est quand on va le soulever avec la grue pour le mettre dans l'eau, qu'on verra le poids qu'il fait exactement. Sur le plan, il fait 8 tonnes. Quel est le choix de l'électroménager pour la cuisine? Ah, grave question. Alors ça, je sens on va se fâcher tous là. On n'est pas d'accord sur le principe. Moi, je vais vous expliquer un truc. C'est que avant, j'avais un frigo qui s'ouvrait par le dessus, qui tombait en panne tous les 4 matins. Ça m'a coûté une fortune de réparation, de gaz, de machin, d'électricité, de clapet, de je sais pas quoi. Enfin bon, ça m'a bien gonflé. J'ai dit le prochain bateau, je prends un frigo normal. Donc là, j'ai fait le choix. Je n'ai pas un frigo marin. Je n'ai pas un frigo qui marche sur le 12 volts, le gaz ou le je sais pas quoi. J'ai un frigo qui marche sur le 220. Voilà. Donc je vais avoir donc un onduleur qui va faire 12 volts 220 sur le bateau. Et mon frigo sera branché en 220 non-stop. Voilà. Tout simplement, c'est mon choix. Parce qu'un frigo normal de bar, on va dire, le petit frigo, et encore ça me permet d'avoir un frigo beaucoup plus grand que les frigos de bateau en général. Le frigo, nous on l'a payé dans les 160 € pour un 70 litres. Alors que un frigo de marin, enfin voilà, pour les bateaux on va dire, ça vaut dans les 1200 à 1500 €. Oh les gars, 1500 € le frigo. Moi, je mets pas 1500 € dans un frigo. Donc, je me suis dit, je vais le fabriquer, mon frigo. Et puis, je vais mettre un groupe froid à l'intérieur. Ça vaut le même prix. Vous achetez un groupe froid, il y en a pour 1200 balles du groupe froid. Donc, j'ai dit, non. Donc, je fais l'essai. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour en avoir discuté avec différentes personnes, et puis, pour avoir vu aussi, je parlais tout à l'heure des chaînes que je regarde.
Black Lion, ils ont un frigo normal, 220 volts avec le congélateur. Je crois que Javerne, pareil. Sealing Atypique, ils avaient un frigo classique 220 là, sur leur catamaran, mais ils ont un frigo qui s'ouvre sur le dessus en 12 volts. Et voilà, bon, à première vue, il a l'air de marcher moyen, d'après ce qu'ils disent dans leurs vidéos. Il y a, comment il s'appelle, Sagarani, le fils de Choupi. Il a un frigo 220 avec congélateur qui marche, voilà. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Un frigo de bateau fonctionne de la même façon qu'un frigo normal de maison. Voilà, simplement, c'est qu'on a la possibilité de le mettre en 12 volts ou de le faire marcher sur du gaz, etc. Et ça vaut 1500 €. Non. Donc, je fais le choix, moi, de mettre un frigo normal qui vaut 160 €. Mon frigo, si je peux en acheter, c'est un peu le même problème que les hublots, hein, je peux en acheter 8 avant de voir le prix du frigo de bateau. Bon, je tente, on verra ensemble si ça dure 6 mois, 1 an, je sais pas. Donc, mais je tente en tout cas le coup de laisser un frigo classique. Donc il est près du centre de gravité du bateau, donc c'est l'endroit qui bougerait entre guillemets le moins. Maintenant, je mets pas 1500 € dans un frigo de bateau. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Quelle autre construction as-tu fait? Ah, alors ça, c'est une sacrée histoire. J'ai construit un bateau en contreplaqué époxy. J'ai construit ce qu'on appelle un classe 4. Donc, un classe 4, donc je vais vous faire voir une petite photo. J'ai pas beaucoup de photos à vous faire voir parce que, comme on a déménagé, les disques durs, tout ça, c'est dans les cartons. Je sais pas trop où c'est, donc j'ai retrouvé quelques photos. Je vais vous faire voir quelques photos de la construction. Voilà, donc c'est un bateau de 4 mètres de long qui fait 2,20 m de large, 400 kg. Il a une quille, une dérive sabre avec un lest de 100 kg qui descend à 1,80 m de profondeur. Donc il a autant de tirant d'eau que Odin, donc presque quasiment. Mais c'est une bête de course, c'est un prototype. Voilà, c'est un bateau qui a été dessiné par Gilbert Caroff. Et puis dans des circonstances que je pourrais vous expliquer tout en détail. C'était une sacrée aventure ce truc aussi, c'était plutôt pas mal. Combien vous coûte le port? Dans les 1700 € par an, à peu près. 1700 et quelques euros pour... ça coûte... Oui, donc il est posé sur le berre. Le bateau est posé sur son berre et plus la location de tout ça, aux alentours de 1700 € à l'année. Ce qui est à peu près le même prix le jour où on sera au ponton, quoi. Normalement, à l'eau, ça vaut à peu près la même chose. D'où te viennent toutes tes connaissances? Non, mes connaissances, c'est simple. Souvent, on me pose la question, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça Alors, ce que je fais, tout le monde peut le faire. Hein. C'est vraiment pas... faut juste s'y mettre. Voilà, couper un morceau de bois avec une scie, tout le monde sait le faire. Couper à la scie sauteuse, tout le monde sait le faire aussi. Raboter un morceau de bois ou poncer, machin. À partir du moment où vous avez la ponceuse dans la main et puis que vous poncez, tout le monde a bricolé dans ces bateaux. Non, il n'y a rien de sorcier. Maintenant, j'ai fait 35 ans de bâtiment, j'ai construit des maisons. Donc j'ai touché à de l'électricité, à la plomberie, à la soudure, à la maçonnerie, la couverture, la menuiserie. Quand on fabriquait une maison, quand on construisait une maison, on mettait forcément une cuisine aménagée. Donc on faisait un peu de menuiserie quand même. Donc c'est 35 ans de travail qui fait qu'on apprend plein de choses avec des copains. Moi, j'y connaissais rien en électricité. Moi, je fais plomberie, chauffage, couverture à la base. Donc, la menuiserie, c'était pas trop mon truc. Mais j'en ai quand même fait. Dans les constructions de maisons, on en fait. Donc, on touche un petit peu à tout. On n'est pas des spécialistes. On n'est pas des super pros. Mais on fait un peu d'électricité. Voilà, ça dépanne. On fait un peu de menuiserie, un petit peu de plomberie, un petit peu de chauffage, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ce qui fait que, dans le bateau, globalement, on arrive à se débrouiller. Et puis à évoluer, et puis voilà. Mais si je peux vous donner un conseil, maintenant il y a des tutos, quoi. Justement, on parlait de tutos sur internet qui sont plutôt pas mal faits, qui sont bien, il y a des gens qui donnent des bonnes explications, des vrais professionnels. Ça m'arrive souvent d'aller voir des trucs en disant comment les autres y font, voilà, et puis bon, faut gamberger un petit peu, faut se servir un petit peu de sa tête, puis à partir du moment où on comprend comment ça marche, on se serre de ses mains, et puis on y va. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire des bêtises, et puis de recommencer 2 fois, 3 fois le même truc, parce que, voilà, j'ai pas
j'ai pas la science infuse, et puis que quand on fait un truc en menuiserie, bah, il y a des fois ça rate. Bon, bah ça rate, poubelle, on recommence, et puis voilà, quoi, tout simplement. Qu'avez-vous prévu comme assurance? Ah bah, on va avoir deux assurances. Là, on va avoir une première assurance, là, c'est assurance Finistère, je crois que ça s'appelle, qu'on est là actuellement. Mais on est assuré que jusqu'aux Açores. Quand on partira en navigation. Donc on va changer d'assurance à ce moment-là, et on va partir sur une autre type d'assurance, je ne me rappelle plus du nom du tout, ça je pourrais vous le donner dans les commentaires, qui assure en fait toute la partie Atlantique. Une fois qu'on sera en Atlantique, on aura une extension possible pour tour du monde. Mais c'est bon bec hein, quand même. Hein. Là aujourd'hui en assurance, pour le bateau tel qu'il est là en France, naviguer normalement, sans partir à l'autre bout de la Terre, ça nous coûte 248 €, je crois, quelque chose comme ça. Pour la traversée de l'Atlantique et les Antilles, donc si on fait une extension comme ça coûte dans les 800 € par an, et je crois qu'il faut compter dans les 3000 et quelques euros pour une extension monde. Donc il faut avoir un peu le budget, 3000 € par an, voilà, vu ce qui se passe... vaut mieux prendre une assurance. Maintenant, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas assurés. Navigueras-tu avec une tablette ou avec des cartes? Non, moi je suis un vieux, moi je navigue avec une carte. La tablette, c'est juste pour me rassurer. Voilà, on va dire, ça existe, donc je m'en sers. Mais non, moi j'ai ma règle grasse, j'ai mon compas, non, je navigue, non. J'ai mes cartes, je sais où je vais comme je vais. Maintenant, ça m'empêche pas d'avoir un GPS, ça m'empêche pas d'avoir une tablette ou un smartphone connecté, etc., etc. Non, c'est pas, voilà, je suis pas contre ça, mais je navigue parce que j'aime la navigation. Voilà, il y a des tas de gens qui naviguent avec leurs tablettes. J'ai eu l'occasion de voir des tablettes s'envoler, partir par-dessus bord. Bah, il avait pas l'air d'un couillon le garçon, parce qu'il avait pas une carte dans le bateau, la tablette elle était dans la flotte, et bah, il savait pas trop où il allait, comme il allait, et combien de temps il allait mettre. Donc l'électronique c'est très très bien, mais c'est quand même pour moi, à mon avis, bien mieux de naviguer normalement avec des cartes, même la plus simplement du monde, hein, voilà, avec les cartes les plus simples qu'on puisse avoir, mais se diriger par soi-même c'est plutôt pas mal, et que ça soit confirmé par une tablette ou confirmé par un GPS, ça c'est une bonne chose. Mais moi j'aime bien me servir d'un sextant par exemple, moi je trouve ça, voilà, c'est pas très précis, ok, maintenant j'aime bien. Ça fait partie de la navigation, ça fait partie du folklore, c'est sympathique, ça prend 3 minutes, et puis ça permet de gamberger, et puis ça permet de faire les choses comme on faisait dans le temps. Voilà. La navigation, c'est bien, faut se servir des outils qu'on a actuellement. Maintenant, faut pas oublier qu'on navigue, on est normalement des marins, on sait faire un cap, on sait faire une estime, on sait faire, voilà, on sait faire tout ça, alors, logiquement. Il n'y a pas besoin de tablette. Tiendras-tu un livre de bord? Oui. Oui, ça, oui, parce que c'est la mémoire du bateau, c'est la mémoire de ce qu'on a fait. Je me rappelle pas déjà ce que j'ai mangé la semaine dernière, donc, oui, j'aurai un livre de bord tous les jours, noté, et ça, j'y tiens. La moindre chose est à notifier sur le livre de bord. Pour moi, c'est une trace écrite de ce qui s'est passé à bord. S'il devait y avoir le moindre truc, on se connaît le parcours, on sait ce qui a été dit, on sait ce qui a été fait. Je pense que c'est très important d'avoir un livre de bord, pour moi. Quelle est votre réserve d'eau? Ah, réserve d'eau. Eh ben, à l'avant du bateau, on a une cuve de 100 litres en inox. Dans la cuisine, il y a une réserve de 80 litres qui est sous l'évier. Et peut-être donc une réserve de 100 litres qui sera sur l'arrière. Donc ça nous ferait 380 litres d'eau à usage de tous les jours. Voilà. Si jamais c'est divisé en 3, parce que ça permet de, s'il y a une cuve qui est contaminée, ça permet de ne pas contaminer les autres. Et puis voilà, on ouvrira et fermera les cuves au fur et à mesure de ce qu'on a besoin. À côté de ça, on aura aussi une centaine de litres en bidon. Voilà, pour avoir 100 litres supplémentaires de réserve au cas où, voilà, surtout sur des traversées de l'Atlantique ou des choses comme ça. Quel type de voile as-tu? Oh, très basique, le bateau il est vieux, et puis il n'y a pas grand chose. En fait, j'ai ma grand voile, j'ai mon génois en rouleur, phoque en rouleur, et une trinquette. Après, moi j'ai quelques voiles des anciens bateaux que j'avais qui étaient un petit peu plus petits, qu'on peut quand même garder. J'ai un tourmentin.
J'aimerais bien un SPI asymétrique ou une chose comme ça. Ça serait plutôt pas mal, mais bon, pour l'instant, au niveau budget, un peu compliqué. Prépares-tu tes vidéos? Pas du tout, c'est fait comme là, à l'arrache. J'allume, j'appuie sur le bouton, je fais. Hop, c'est bon, c'est pas bon, tant pis. Non, je prépare rien du tout, rien n'est préparé à l'avance. Je suis pas capable d'apprendre 3 lignes par cœur. Quand j'étais môme, une récitation, il me fallait 8 jours pour apprendre 3 lignes. Donc, non, je prépare rien. Si je prépare, c'est pas bon, je bafouille, je dis n'importe quoi. Non. Et pour terminer, où en es-tu du budget? Alors le budget. Le budget. Alors non, le budget, on est dans les clous. Là aujourd'hui, donc comme j'ai dit, on n'a pas encore payé le moteur, mais bon, il y a un billet de 14 000 qui s'envole. On est à peu près à 8 000 euros de tout là. Peinture, bois, visserie, hublot, tout. On est à peu près aux alentours de 8 000 euros. 8 000 et des bananes. Je pense qu'on va très vite arriver à 30 000. Voilà, faut pas non plus exagérer. Une cuisinière, là, ça vaut 650 balles. Le moindre truc coûte de l'argent. Un hublot, 1000 balles. Enfin bon, voilà, c'est chaque fois, c'est des sous. Puis même ce qui coûte cher, sans s'en rendre compte, c'est tout ce qui va être inox. La visserie en inox, quand on fait la cuisine, il en faut une palanquée, c'est un truc de fou. J'achète ça par boîte de 10, de 20, de 30, de 50, j'arrête pas, quoi. Donc, non, on va rester dans les clous au niveau budget. Et puis, je pense que peut-être, comme je disais tout à l'heure, il y aura une impasse sur peut-être 2-3 bricoles. Je sais pas, on verra sur quoi. Pas sur la sécurité en tout cas, mais peut-être pas de désalisateur, tant pis. On fera autrement. Si on peut le faire, on le fait. Voilà, mais on va rester sur nos 35 000, 30-35 000 maximum de budget. L'augmentation des prix a fait que, effectivement, on a pris peut-être sur l'ensemble, peut-être 2 000 euros d'écart quand même, entre le budget initial et le budget aujourd'hui. On a à peu près peut-être 2 000 euros d'écart en fonction de l'augmentation des prix. Donc, c'est 2 000 euros qui va être répercuté forcément sur quelque chose, voilà, peut-être pas de désalisateur, comme je disais. Ouais, effectivement, il y a peut-être ça qui va passer à la trappe. Si on peut le faire, tant mieux. Voilà. Sinon, non, on est dans les clous au niveau pépette. Voilà, j'espère qu'on va s'en sortir jusqu'au bout comme ça et qu'on va pas taper justement dans la caisse de bord. Bon, les petits loulous, j'ai répondu là à toutes vos questions. Je vais attendre samedi quand même s'il y a d'autres questions qui arrivent. Parce qu'il y en a qui arrivent un petit peu tous les jours. Donc là, j'ai regroupé le maximum. Là, j'ai essayé d'en faire beaucoup. Je vais attendre le dernier Cara samedi soir pour faire le montage et puis répondre aux dernières questions. Et voilà, donc s'il y a encore des questions qui arrivent, je vais les prendre et puis je vais les traiter. Ouais, salut les petits loups. On m'a demandé qu'est-ce que je mettais comme matériel électronique. Alors je vais mettre du Raymarine. Donc il va y avoir donc speedmet, lockmet, la profondeur, anémomètre. Je vais mettre peut-être un axiome, c'est-à-dire c'est un écran multi-usage là qui fait aussi les cartes marines. Ouais, on peut lire une carte marine dessus, donc ce qui est bien, hein, ça sera en parallèle avec mes cartes à moi. Donc voilà, pour tracer une route par exemple, ça peut être pas mal. Donc voilà, Raymarine, tout simplement. Je vais faire un truc très simple, je vais pas avoir très compliqué. Un AIS, certainement un AIS, oui, ça c'est sûr. Après le reste... je sais pas trop, on verra. Vu que la radio qu'on nous a donnée, c'est une Raymarine aussi, je pense qu'elle est compatible avec tout le reste du matériel. Il faudrait que je vérifie avec un gars de chez Raymarine. Voilà, tout simplement. Voilà, pour en tout cas, ce qu'il y a du matériel électronique. On m'a posé une autre question. On m'a dit qu'est-ce que j'allais emmener comme type de photo, vidéo, machin, etc. Et qu'est-ce que j'avais comme logiciel de montage. Alors, en matière de vidéo, vu que je suis un grand professionnel de la GoPro, je vais prendre ça. Là, j'ai une GoPro 8 Black qui fonctionne très bien. Hein. Toutes les vidéos ont été faites intégralement avec ce truc-là. Donc, on se débrouille comme on peut. Voilà. Je pense que peut-être j'achèterai une 11 parce qu'elle a un écran de façade. On peut se voir dedans et ça permet de faire des cadrages meilleurs que des cadrages genre comme ça ou comme ça, enfin des trucs comme ça. Donc voilà. Donc ça permet d'être mieux cadré, de mieux faire son job. Après j'aurai certainement un appareil photo avec un zoom.
voilà, qui soit tropicalisé de manière à ce qu'on puisse le conserver un peu plus longtemps. Voilà, ça vaut quand même pas loin de 1000 € quand même, hein, l'appareil, le zoom, le boîtier, tout ça. Ça permet aussi de faire des vidéos et de zoomer dans les vidéos, voilà, que je ne peux pas faire là avec la GoPro. Là, j'ai un zoom fixe, c'est moi qui décide la taille du zoom au départ. Donc, mais je peux pas travailler sur le zoom en cours de route. Et au niveau du logiciel de montage, moi j'ai Movavi Editor Plus. Moi j'ai une licence à vie, j'ai payé 35 € je crois, 35 €. Et ça permet d'avoir le logiciel à vie, voilà, on ne paye pas les suppléments de mise à jour ou de choses comme ça. Par contre, il est très basique, très simple à se servir, hein, parce que je m'en sers, donc voilà. Et par contre, il faut rajouter quand même une ribambelle de trucs si on veut avoir des options, comme dans tous les logiciels. Il n'est pas archi complet, il y a une base que moi je me sers, j'ai rien d'autre. Et après, on achète le spécial machin, le spécial YouTube, le spécial truc muche, cinéma ou je sais pas quoi. Et puis ça met des petits trucs en plus pour faire des animations ou des choses comme ça, voilà. Donc moi personnellement j'en ai pas vraiment besoin, ce qu'il y a dedans à la base me suffit très largement. Et c'est un logiciel qui est très simple à se servir, voilà, tout simplement. Donc je garde ça, c'est très bien, bon choix. Bon, on m'a demandé aussi qu'est-ce que j'allais avoir comme type de batterie et de panneaux solaires, enfin qu'est-ce que je vais avoir comme énergie. Donc en batterie j'ai prévu 600 ampères en AGM, donc on a déjà 2 qu'on nous a offert, donc j'en ai encore 4 à acheter. 600 ampères, je suis parti sur cette base là, maintenant ça va être étudié, on va étudier un peu plus, c'est juste une base. À peu près 400 ampères, 400 watts pardon, de panneaux solaires mis sur un portique à l'arrière que je vais fabriquer au printemps là. Je voulais le faire là mais j'ai pas eu le temps et voilà, la météo a fait que bon bah on a plutôt bossé à l'intérieur. Sinon j'ai un groupe électrogène de 2200 watts qui va me servir aussi pour éventuellement charger les batteries, ou si j'ai des gros trucs à tirer dessus. Comme je disais dans la vidéo, on va avoir un convertisseur 12 volts 220 qui va faire 2000 watts, donc comme le frigo va être branché dessus, je vais pouvoir quand même tirer l'ordinateur, on va pouvoir mettre tout un tas de trucs à charger aussi là-dessus, hein, sur le 220 on va dire. Il va y avoir un réseau 220 dans le bateau. Il va y avoir des prises là sur la table à cartes, dans le carré, dans la cuisine, peut-être dans la piole devant, pour pouvoir brancher des chargeurs, des trucs, des machins. Enfin bon, c'est bien d'avoir du 220. Bon, voilà. Après, dire si ça va vraiment être utile, je ne sais pas, on verra en cours de route. Voilà, tout simplement. Donc voilà, au niveau énergie, après, bah, y a le moteur, hein, avec, je crois que l'alternateur fait 70 ampères. Donc il chargera aussi une partie des batteries, et je vais basculer sur la charge batterie moteur et batterie de servitude avec un appareil, bah, je ne sais pas encore quel type d'appareil qui va basculer. Une fois que l'un est chargé, ça bascule sur l'autre, ou peut-être la charge des 2 batteries se fera en même temps. Donc je suis en relation avec des gens d'une société qui va me calculer tout l'appareillage, le nombre d'ampères, le nombre de watts, etc. que je vais avoir besoin et quel type d'appareil exactement. On m'a demandé aussi si j'avais un chauffage, qu'est-ce que je prendrais comme chauffage. Alors c'est une bonne question, j'en sais foutrement rien. J'ai juste vu un truc une fois qui était intéressant, j'ai vu un chauffage à gasoil, alors pas type Webasto à air chaud là, qui fonctionne bien, mais c'est de l'électronique et moi je suis un peu réfractaire à tout ce qui est électronique. J'ai vu un système qui était tout en inox, qui marchait donc au fuel, gasoil, et qui chauffait très bien. Donc je pense que je me dirigerai plutôt vers un appareil comme ça, en goutte à goutte je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, en matière de chauffage. C'est un espèce de gros tube percé, tout en inox, et c'est assez joli en plus, et avec une sortie extérieure sur le pont pour évacuer les gaz brûlés, quoi. Donc plutôt un chauffage fuel gasoil, on va dire, plutôt qu'un chauffage ou électrique. Ça n'empêche pas d'avoir un électrique, hein, voilà, si vraiment on est à quai, on branche l'électrique, hein. Mais si on est en navigation, je pense que ce genre de chauffage est un peu plus adapté. Enfin, pour moi en tout cas. Mais bon, pareil, on n'en est pas là, on n'a pas encore vraiment réfléchi à ce qui existait, ce qui était possible d'être fait. On m'a demandé aussi quel type de cuisinière j'avais choisi. Alors là, bah, c'est simple, moi c'est une cuisinière Eno.
D'ailleurs, on va visiter l'usine, je pense, je vais voir. Si c'est toujours possible, je pense qu'ils m'ont, d'après le directeur de l'usine, ça serait ok. Donc on va peut-être visiter l'usine pour voir comment justement les cuisinières sont fabriquées. Donc ça serait une bonne chose. Enfin, je vous en dirai si vraiment ça se faisait, je vous tiendrai au courant. Mais c'est une Eno One, c'est le premier prix de la gamme Eno. 2 feux, un four, voilà, un truc tout bête, comme je vous ai mis sur la photo de la cuisinière, voilà, tout simplement. Bon, petit Lolo, eh ben écoutez, là j'ai à première vue, il n'y a plus de questions, puis bon, il y a un moment donné, il va falloir que je m'arrête, donc pour me faire le montage de la vidéo pour demain, hein, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, merci en tout cas à tous d'avoir participé, merci d'avoir jouer le jeu et puis poser vos questions. Moi, je trouve ça intéressant, ça permet de se creuser un petit peu le ciboulot et puis d'aller un petit peu plus loin, voilà, donner des infos qu'on donne pas forcément ou qu'on n'y pense pas forcément. Donc voilà, maintenant si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, vous les mettez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre individuellement à part, hein, c'est vraiment pas un souci. Merci à tous, bon week-end et puis écoutez, à samedi prochain ou dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Allez, à ciao, bonsoir.